Très ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Succession à l'ONU, qui pour remplacer Antonio Guterres? 6 candidats officiels sont dans la course, dont l'ancien président sénégalais Macky Sall, seul représentant du continent africain. Le scrutin est prévu pour le 1er janvier 2027. Résistance estudiantine à Goma, les étudiants de l'ISTA ont repoussé les militaires de l'armée rwandaise et du M23. Ces derniers ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'établissement pour s'ingérer dans leurs élections internes. Baisse du tarif officiel du passeport biométrique. Le document passe de 99 à 75 $ pour plus d'accessibilité aux Congolais. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères. Les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal avec le séjour du président de la République au Gabon. En visite privée, Félix-Antoine Tshisekedi a arpenté Libreville aux côtés de son homologue Brice Clotaire Oligui-Nguema. De la baie des Rois au musée Omar Bongo Ondimba, le président de la RDC a découvert sur le terrain la transformation urbaine en cours dans la capitale gabonaise. Retour sur cette tournée des grands chantiers. À l'occasion de la visite privée au Gabon de son homologue congolais Félix Tshisekedi, le président gabonais Brice Clotaire Oligui-Nguema lui a présenté plusieurs chantiers emblématiques illustrant la transformation de Libreville. Au terme de cette visite, le président congolais a salué les avancées réalisées sous l'impulsion du chef de l'État, les qualifiant de modèles de modernisation pour l'Afrique. C'est un devoir pour nous, les générations d'aujourd'hui, de planter le décor pour permettre aux générations futures de continuer avec le développement de l'Afrique. On dit souvent que l'Afrique c'est l'avenir du monde, mais là, on le voit par les œuvres. Il faut le faire par les œuvres et pas rester uniquement dans les théories. Ce sont des modèles à suivre et je suis très fier, je félicite le président Oligui. C'est bon, comme je l'appelle, très affectueusement. C'est bon, pour ce qu'il fait, il est dans le bon. Cette séquence a également permis de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les Gabon et la République démocratique du Congo. À quelques jours de la visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi, visite prévue le 31 juillet prochain, le Haut-Katanga bascule en mode mobilisation générale. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula multiplie les rencontres avec la population, les leaders communautaires et les chefs religieux pour garantir un accueil triomphal au chef de l'État. Entre l'inauguration imminente du nouveau palais de justice et l'embellissement des artères de la ville, cette visite coïncide également avec la présentation du bilan de la première année de gestion provinciale. Reportage. En prévision de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga mobilise toutes les couches sociales de la province. Martin Kazembe-Choula a sensibilisé ce samedi 25 juillet 2026 les responsables de différentes confessions religieuses. Ces derniers ont promis de mobiliser leurs fidèles afin de réserver un accueil exceptionnel au président de la République. Le Katanga, c'est la province où il y a l'unité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Et nous voulons le démontrer au chef de l'État. C'est pourquoi je profite d'ailleurs de votre caméra pour lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent, tous les fidèles de nos églises, ainsi que toute la population katangaise, de se mobiliser massivement pour recevoir le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le chef de l'exécutif provincial a saisi l'occasion pour aborder avec les responsables des confessions religieuses l'actualité sociale de la province. Ainsi, l'autorité provinciale les a-t-elle appelés à sensibiliser leurs fidèles sur le projet de construction et de modernisation du marché Mzé Laurent Désiré Kabila.
Martin Kazembe-Choula a rassuré les hommes de Dieu quant à sa vision de doter la ville de Lubumbashi d'un marché moderne qui comprendra, en plus des étalages, des restaurants, des boutiques, ainsi qu'un parking d'une capacité de plus de 300 véhicules. Cette infrastructure sera composée d'un rez-de-chaussée et de 2 niveaux. Les responsables des confessions religieuses ont promis de relayer largement ce message auprès de leurs fidèles. C'est un très grand projet. Quand vous regardez ce qui s'est fait à Kinshasa, c'est une fierté. Et ici, sur place, on veut nous réhabiliter notre marché. Et nous disons grandement merci au chef de l'État pour ce projet qui va être exécuté par le gouvernement provincial. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Lubumbashi à la fin de ce mois de juillet. Les chefs des confessions religieuses sont partis avec une mission noble, sensibiliser les membres de leur église pour un accueil délirant du chef de l'État. Tension et résistance à Goma lors des élections des représentants étudiants à l'ISTA. Des éléments armés de la coalition A23 RDF ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'établissement pour s'ingérer dans l'organisation interne. Face à cette provocation, les étudiants ont bravé la peur et repoussé les assaillants à coups de pierre, illustrant le rejet catégorique de cette présence armée par la population civile. Regardez. M23 kuista batoke baende hatuwataki. Na ista sio yao, ista ita waponda. Njo wale basoda banakia tufunga juu tuko na vote kuista. Jo wale tunabakimbiza deja na baita. Tunabakimbiza. Jo wale banasikia haya banatoka mu masomo. M23 kuista batoke baende. Hatuwataki. Na ista sio yao, ista ita waponda. Njo wale basoda banakia tufunga juu tuko na vote kuista. Njo wale tunabakimbiza deja na baita. Tunabakimbiza. Njo wale banasikia haya banatoka mu masomo. M23 kuista batoke baende. Hatuwataki. Na ista sio yao, ista ita waponda. Njo wale basoda banakia tufunga juu tuko na vote kuista. Njo wale tunabakimbiza deja na baita. Tunabakimbiza. Njo wale banasikia haya banatoka mu masomo. M23 kuista batoke baende. Hatuwataki. Na ista sio yao, ista ita waponda. Njo wale basoda banakia tufunga juu tuko na vote kuista. Njo wale tunabakimbiza deja na baita. Tunabakimbiza. Njo wale banasikia haya banatoka mu masomo.
Dans l'actualité également, qui prendra les rênes de l'ONU le 1er janvier 2027? 6 personnalités de premier plan ont lancé leur campagne pour succéder à Antonio Guterres, dont 4 femmes et l'ancien chef de l'État sénégalais Macky Sall. Entre vote secret du Conseil de sécurité et droit de veto de grandes puissances, la route vers les 9 voix décisives s'annonce sereine. 12 heures de débat policés devant un parterre de fonctionnaires et de représentants de la société civile. C'est l'exercice auquel se sont prêtés les 6 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, l'Argentin Rafael Grossi, la Costa-Ricaine Rebecca Grispan, la Guyanienne Caroline Rodriguez Pirquet et le Sénégalais Macky Sall. Un format inédit afin de donner une plus grande transparence au processus de sélection. Sans s'interrompre, chacun a mis en avant ses atouts pour permettre à l'ONU de faire face à une époque difficile avec de multiples conflits. J'ai démontré ma capacité à mener des négociations complexes et à opérer des choix difficiles, tout en trouvant des compromis démocratiques, dirais-je, et en bâtissant la confiance ainsi que des ponts entre les dirigeants mondiaux. Je serai un facilitateur de dialogue et un secrétaire général résolument engagé en faveur de la mise en œuvre de la réforme et du rétablissement de la confiance. Tous les candidats s'engagent à poursuivre les réformes déjà engagées afin de réduire les coûts de l'organisation, tout en plaidant un renforcement du rôle du secrétaire général. Je crois que le secrétaire général a un rôle à jouer lorsque les membres du Conseil de sécurité ne parviennent pas à un accord. Il peut alors présenter des options susceptibles d'ouvrir la voie à un dialogue avec les parties au conflit. Cela converge avec un moment de doute et de scepticisme profond quant à la capacité des Nations Unies de s'attaquer et de s'attaquer efficacement à ces problèmes. Les 15 membres du Conseil de sécurité voteront une première fois le 30 juillet sur leurs préférences de candidats. S'en suivront d'autres scrutins jusqu'à ce qu'un prétendant réunisse les 9 voix nécessaires sans aucun veto des membres permanents. L'Assemblée générale nommera ensuite formellement le nouveau secrétaire général qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2027. Pendant ce temps, la Cour pénale internationale traverse une nouvelle zone de turbulence. Son procureur, le Britannique Karim Khan, a été révoqué par les États membres de l'institution pour faute grave liée à une relation jugée inappropriée avec une collaboratrice. Une décision qui met fin à une longue crise interne, mais qui intervient alors que la CPI fait face à de fortes pressions autour de ses enquêtes sur les crimes présumés commis dans les territoires palestiniens. Suivez. La Cour pénale internationale a destitué son procureur général. Karim Khan a été révoqué ce vendredi par les États membres de la CPI, réunis en session spéciale à New York. Selon des sources diplomatiques, 82 des 125 membres ont voté en faveur de son éviction. Une décision inédite, jamais un procureur en chef de la Cour n'avait été démis de ses fonctions. Karim Khan était visé depuis près de 2 ans par des accusations d'inconduite sexuelle envers une collaboratrice. Des conclusions disciplinaires ont retenu une relation sexuelle inappropriée et un abus de pouvoir. Le magistrat britannique conteste ces accusations et dénonce une possible campagne de pression politique liée à ces enquêtes. En mai 2024, il avait demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas. Il avait également obtenu en 2023 un mandat contre le président russe Vladimir Poutine. Sa destitution intervient alors que la CPI est sous pression, notamment après les sanctions américaines visant plusieurs de ses responsables. En santé, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue en Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola, pour évaluer la riposte sur le terrain, entre visite des centres de traitement, renforcement de la logistique et soutien aux équipes médicales. La chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État à intensifier la lutte contre cette urgence sanitaire. Images et commentaires. La chef du gouvernement a suivi tous les protocoles avant d'accéder au centre de traitement d'Ebola, accompagnée de la ministre d'État aux Affaires sociales, du gouverneur de province, du coordonnateur humanitaire de l'ONU et du coordonnateur provincial de la riposte,
Judith Souminois a pu voir de ses propres yeux, depuis la zone verte, comment sont pris en charge aussi bien les cas confirmés que le suspect. C'est dans ces centres qu'une vague de cas de guérison ont été récemment enregistrés, parmi eux un nourrisson de 15 mois et sa mère, devenant ainsi les premiers bébés officiellement guéris dans le cadre de la riposte contre cette épidémie des souches Bundibugyo. L'arrivée de la première ministre suscite un regain d'espoir dans la population qui prend de plus en plus conscience de l'existence de la maladie et de l'implication des autorités gouvernementales. Consciente des conditions de travail souvent difficiles dans lesquelles elle évolue, la première ministre a officiellement remis une dizaine de véhicules 4x4 au coordonnateur provincial de la riposte, le professeur Steve Aouka, pour assurer la mobilité des équipes à sa disposition. Après Roi-Para, la première ministre s'est envolée par hélicoptère pour la zone de santé de Mogwalu où l'épidémie Bundibugyo s'est déclarée il y a 2 mois. Dans cet épicentre majeur de la maladie, la chef du gouvernement s'est rendu compte des défis auxquels font face les équipes de riposte, entre autres l'insuffisance de la fourniture électrique et d'eau potable, les difficultés d'accès aux aires affectées à cause de l'insécurité, la persistance des activités dans les mines d'or, les résistances communautaires et des problèmes de prise en charge des relais communautaires. Mais on est parti de 3 provinces avec aujourd'hui 5 provinces touchées et c'est une problématique qui touche l'ensemble du pays. Tout le monde, tout Congolais doit être concerné, à commencer par le premier citoyen de ce pays qui est concerné et qui d'ailleurs préside la task force Ebola à partir de Kinshasa. Et donc à partir de Kinshasa, il y a des instructions qui sont données avec le relais sur le terrain pour s'assurer que des décisions sont prises et mises en application. Et donc il m'a été demandé de venir conjointement avec l'équipe humanitaire pour faire l'évaluation de ce qui se passe. La première ministre a clôturé sa mission en Ituri avec la conviction qu'il faut à présent travailler pour transformer cette crise en opportunité et améliorer la réactivité du pays face à ces types de crises. Je l'annonçais en titre, une bonne nouvelle pour votre portefeuille si vous devez voyager. Eh bien, le gouvernement congolais revoit à la baisse le prix du passeport biométrique fixé auparavant à 99 $ américains. Le précieux document coûte désormais 75 $. Selon l'annonce officielle du ministère des Affaires étrangères, le paiement se fait soit en ligne, soit au guichet. Le ministère réaffirme donc que pour toute demande introduite à partir de 2026 et respectant la procédure, le délai de 15 jours reste la norme, sans lien avec la délivrance du numéro d'identification fiscale. Voulu accessible à tout Congolais, le nouveau passeport est un instrument de souveraineté plus sûr et parfaitement conforme aux standards internationaux. Et dans le chapitre de l'éducation, 30 jeunes du Lualaba s'envolent pour Kinshasa afin de participer à la cérémonie nationale des bourses Excellencia RDC. Mais avant leur départ, ils ont reçu les encouragements de la gouverneure de la province, Efi Masuka, qui les a invités à poursuivre la voie de l'excellence avec le soutien de la Fondation Lona et du gouvernement en faveur de la jeunesse congolaise. Regardez. La gouverneure du Lualaba ne lésine pas sur les moyens dans l'un des secteurs où elle a plus des penchants naturels, à savoir l'éducation. Le vendredi 24 juillet 2026, dans la magnifique salle de conférence du nouveau gouvernorat, la gouverneure du Lualaba a rassemblé 30 jeunes lauréats de la bourse Excellencia Lualaba-Bora 4e édition en partenariat avec la Fondation Lona, chère à la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette future crème intellectuelle lualabaise est conviée à représenter le Lualaba à la cérémonie officielle des remises des prix de la première cohorte du programme national des bourses Excellencia RDC prévu pour le mardi 28 juillet 2026. Un programme désormais pris en charge par le gouvernement de la République à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Les conseillers du gouverneur de province en charge de l'éducation a salué la volonté politique de Fifi Masuka Saini, ce qui fait d'elle la meilleure élève de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, particulièrement dans ces domaines. Le porte-parole des boursiers a remercié la chef de l'exécutif provincial. Il a affirmé que grâce à ces actions, les enfants du Lualaba sentent que le gouvernement provincial est préoccupé à leur offrir un avenir radieux. Nous voulons vraiment vous exprimer notre gratitude car le fait que vous soyez engagé en faveur de l'éducation et de la jeunesse nous ouvre des portes ainsi que des opportunités afin de
bâtir un avenir pour notre très chère province de Lualaba. Mais nous vous assurons aussi que moi, CP, et ainsi que tous mes amis boursiers, nous allons mettre tout en œuvre afin de vous rendre fiers. La gouverneure Masuka a été claire, travaillez bien, vous partez représenter tous les Lualaba. Comme la première dame n'arrête pas de le dire, vous êtes l'avenir de notre pays. J'ai tenu à vous voir avant de partir, à vous rappeler, rendre fière la province du Lualaba, rendre fière la population du Lualaba. Par leurs taxes, leurs impôts, ils assurent votre éducation, sans que vos parents ne puissent dépenser même un franc. Vous avez de la chance. Moi, je n'ai pas eu cette chance, alors que j'étais la meilleure de mon école, depuis la première primaire jusqu'à l'université. Vous allez aller à Kinshasa. Vous allez avec toute une équipe que je tiens à féliciter. Toute l'équipe de la province ainsi que de la Fondation Luna, vous avez été des meilleurs pour ces enfants, en les encourageant. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-gouverneur Clément Mufundi Tinatskarlo, de la ministre provinciale de l'Éducation Pichuka Indakasela et de quelques autres membres de l'exécutif provincial. Après la bénédiction et la photo des familles, la gouverneure Masuka a conduit les lauréats jusqu'au bus d'embarquement pour l'aéroport de Kolwezi vers la capitale de la RDC. Ils sont accompagnés du conseiller du gouverneur Christian Kanyimbu et du manager Nawezi de la Fondation Lona. À Kinshasa, la police nationale congolaise poursuit ses opérations de sécurisation dans les zones sensibles de la capitale, au point chaud de Binza dans la commune de Ngalema. Une intervention menée par le commandant Emmanuel, surnommé Chinarambo, a permis l'interpellation de 3 présumés bandits, soupçonnés notamment de vol, de braquage et d'autres actes criminels. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'insécurité et de la restauration de la quiétude des habitants de Kanluka. Regardez. Dans les soucis de continuer à protéger la population de Kanluka ainsi que leurs biens, les commandants Emmanuel Kilongo, dit Chinarambo, l'œil du chef, responsable du point chaud de Mbinza, a mené ce matin un coup de filet frappant. 3 présumés bandits qui s'adonnaient à des actes de grand banditisme, vol, assassinat, braquage, viol, etc. ont été interpellés. Cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations du commissaire supérieur adjoint Christian Chipeng, commandant du SIAT Kanluka, reçu du commissaire supérieur Aurel Ongodi. L'objectif, instaurer la paix dans toute l'étendue du Kanluka. Ces directives sont appliquées à la lettre pour garantir la sécurité. Grâce à cette détermination, le commandant Emmanuel Chinarambo a réussi à interpeller les tristement célèbres général senior CDB, auteur de plusieurs méfaits, ainsi que 2 de ses complices. Une arrestation saluée par les habitants de ces coins de la capitale. Il s'est de rappeler que le numéro 1 du SIAT Kanluka et ses hommes privilégient avant tout la sécurité des habitants de ces coins de la capitale. Et plus loin de la RDC, c'est un ouvrage majeur pour la gestion de l'eau. Au Burkina Faso, le barrage de Pau-Capro a été inauguré samedi dernier par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce nouveau barrage est capable de stocker plus d'1 million de mètres cubes d'eau. Cette nouvelle infrastructure doit renforcer l'autosuffisance locale et la production agro-pastorale. Images et réactions. En août 2024, vous avez instruit la création de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. En cours d'exercice budgétaire,
vous avez ordonné le déblocage de 13 milliards de francs CFA pour équiper l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles en vue de le rendre opérationnel immédiatement. Le 11 mars 2025, vous avez procédé à la remise des engins au profit de l'ONBA pour qu'il puisse engager immédiatement les travaux qui lui seront confiés. Le 14 mars 2025, l'ONBA était déjà déployé sur le pont de Eredougou, où son intervention a permis d'éviter à ce que la RN, la route nationale numéro 1, soit submergée par les eaux comme nous l'avions vécu les années précédentes. Au-delà de cette intervention d'urgence, l'ONBA a pu, en 2 ans d'existence, intervenir sur le curage de 23 barrages sur l'ensemble du territoire national. Il a pu sauver d'urgence le barrage de Dorsamasso qui était menacé de cession. Également le barrage de Kaya-Naviou qui était menacé. L'ONBA est intervenu pour la réalisation du barrage de Goulouré qui est lui aussi achevé, qui est un barrage de 1 23 000 m3 environ. Il est également intervenu bien sûr pour la réalisation du joyau que vous allez inaugurer tout à l'heure. À la population, pour que les jeunes puissent s'occuper, faire l'agriculture en temps plein autour des différents points d'eau que nous allons réaliser, mais aussi la pisciculture. Je viens de discuter avec le ministre pour que la pisciculture en cage flottante puisse se faire. Et ça va dans droite ligne avec notre politique d'autosuffisance alimentaire pour que nos paysans puissent produire en toute saison à travers la maîtrise d'eau que nous pourrons réaliser. Voilà qui clôture ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur Ecopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien.